Passez un excellent été. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans l'Hebdomatin pour ce nouveau numéro. Dans quelques instants, Léandre Patron nous parlera du trafic info. Je recevrai aussi Histoire pour parler de la dyspraxie et de ses nouveaux projets. De plus, Johan Ménès, notre spécialiste sport, nous expliquera pourquoi la France est à deux doigts d'organiser les JO de 2024. Et enfin, on terminera avec l'essentiel de la semaine et la carte blanche de Léandre. Mais avant, voici le flash info de ce vendredi 4 août 2017. L'information avec Romain Lucas. Et au sommaire de ce matin, un migrant a été tué percuté par une voiture près de Calais. On en parle dans ce flash. La canicule continue, 15 départements sont toujours en alerte orange. Nous allons faire le point. C'est officiel, Neymar arrive bien au Paris Saint-Germain. Point final de cette saga à suivre. Enfin, nous terminerons par parler de Lou Bureau, un jeune journaliste emprisonné en Turquie pour, je cite, terrorisme. Un migrant est mort percuté par une voiture sur l'autoroute A16 au niveau de la commune de Marques près de Calais. La nationalité de ce migrant est pour l'instant inconnue. Il va faire encore chaud aujourd'hui sur le sud-est. Météo France a d'ailleurs maintenu 15 départements du sud-est en alerte orange canicule. Il a fait près de 30 degrés la nuit dernière en Corse. Un épisode de canicule qui devrait prendre fin dans la journée de samedi, annoncent les météorologues. Ces grosses chaleurs haussent évidemment le risque d'incendie de forêt et d'ailleurs un feu en Corse a toujours lieu dans un terrain difficile, brûlant des centaines d'hectares. Ce matin, encore des centaines de pompiers sont sur place pour intervenir. Après plusieurs jours de rumeurs et de doutes, Neymar, l'un des joueurs de football les plus chers, a bien signé un contrat au PSG. Le club parisien a dû débourser près de 222 millions d'euros. Neymar donnera une conférence de presse aujourd'hui à 13h30. Enfin, de nos confrères, Lou Bureau a été mis en examen mardi par les autorités turques pour terrorisme, en ligne de mire des autorités. Un reportage réalisé en 2013 pour TV5 Monde auprès des unités de protection du peuple des combattants kurdes en Syrie, une organisation considérée comme terrorisme par la Turquie. De nombreux organes de presse français réclament la libération de Lou Bureau, qui n'a fait qu'exercer sa passion du journalisme. Voilà pour l'actualité de ce vendredi matin, mais quel temps va-t-il faire dans les prochains jours? La réponse avec ce bulletin météo. Cet après-midi, le temps sera plutôt ensoleillé à l'exception de la Nouvelle-Aquitaine et des Pays de Loire où il y aura de nombreuses averses. Les températures iront de 17 à 41. Attention à vous si vous habitez au sud-est. Samedi matin, le soleil sera au rendez-vous, sauf sur les Pyrénées. Il fera de 18 à 39 degrés. L'après-midi, le beau temps régnera toujours sur notre hexagone. Toutefois, il pourrait y avoir quelques orages en Auvergne-Rhône-Alpes. Quant aux températures, elles seront comprises entre 17 à 35 degrés. Enfin, dimanche, il y aura du beau temps sur toute la France, sauf en Provence où il y aura quelques gouttes de pluie. Il fera de 17 à 30 degrés. Place maintenant à l'infotrafic avec Léandre Patron. Bonjour à tous, ce vendredi sera classé orange dans le sens des départs, vert au national dans le sens des retours et orange dans le sud-ouest et l'arc méditerranéen. Ce samedi, ce sera rouge dans le sens des départs, noir en Auvergne-Rhône-Alpes. Dans le sens des retours, ce sera orange et même rouge dans l'arc méditerranéen. Et puis ce dimanche sera plus calme, ce sera vert dans le sens des départs, orange dans celui des retours. Bonne route. Merci Léandre. Ce matin, nous allons parler d'un handicap peu connu mais qui touche pourtant de nombreuses personnes, la dyspraxie. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Histoire dans l'invité matin. Bonjour Histoire. Bonjour. Alors avant de parler de vos différentes activités, notamment sur YouTube, nous allons parler d'un handicap qui touche de nombreuses personnes en France, la dyspraxie. Et tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est la dyspraxie et quelles sont ses conséquences sur le quotidien? Alors, la dyspraxie, c'est un handicap psychomoteur. Donc moi, j'aime bien l'expliquer en utilisant l'expression « avoir deux mains gauches », parce que c'est assez parlant. Parce que c'est ça, c'est être maladroit, c'est avoir du mal notamment avec l'automatisation des gestes. Et donc ça va être problématique pour à peu près tout. Ça va être faire les lacets, couper des trucs, découper, écrire, n'importe quoi. D'accord, et existe-t-il différents types de dyspraxie? Oui, il en existe plusieurs types. Alors là maintenant tout de suite je les ai pas tout en mémoire. Il y a je crois les dyspraxiques visio-spatiales. Donc ça va être eux ils vont être plutôt dans le problème de repérage dans l'espace. Mais oui il y en a plein de sortes. On dit qu'il y a autant de dyspraxie que de dyspraxiques parce que les troubles 10 peuvent être croisés
On peut être très bien dyspraxique et dyslexique en même temps, c'est fréquent, ce genre de double handicap en quelque sorte. Mais existe-t-il des solutions au quotidien pour améliorer la vie des personnes atteintes par la dyspraxie? Alors malheureusement, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'y a aucun médicament miracle, c'est pas on prend un sirop et puis là c'est bon, ça va mieux. Il faut essayer de mettre en place des aménagements spéciaux, notamment pour les élèves qui sont atteints de dyspraxie. On peut mettre en place des aménagements, il y a l'ordinateur, mais on peut aussi faire en sorte de, par exemple, pour tout ce qui va être géométrie ou tout ce qui va être écriture, comme c'est très dur pour eux, vu que comme ils doivent y mettre 2 fois plus d'efforts que quelqu'un de entre guillemets normal, eh bien on peut leur donner du temps supplémentaire par exemple, et il y a plein d'aménagements comme ça qui peuvent être mis en place pour les aider. Et ils sont mis en place aujourd'hui dans nos écoles? Malheureusement, la tendance commence à s'inverser, mais pas partout. L'écrasante majorité n'en bénéficie pas aujourd'hui et c'est dommage. Et justement, quelles actions peut-on mener à notre échelle de citoyens pour que cela change? Alors, il y a tout un tas de pétitions en ligne, notamment j'en ai parlé d'une sur les dyspraxies et le permis de conduire. Je crois qu'elle est encore en ligne, la date limite c'était pas tout de suite. Et puis vous pouvez tout simplement faire des dons à des associations spécialisées et prendre en compte en fait les gens et essayer de les aider, d'essayer de mettre en place des petites attentions pour eux s'ils sont dans vos entourages. D'accord. On mettra les liens sur notre site. Et justement, vous parlez de cette lutte pour changer le regard des gens sur la dyspraxie sur le site Medium, qui est un site où l'on peut écrire librement des articles. Pourquoi avoir décidé de vous lancer dans cette aventure d'écriture? Alors, à la base, moi j'avais une chaîne YouTube et en mars, j'ai eu une sorte de perte de motivation. Donc, j'ai rien fait de mars je crois que c'était début juillet que j'ai décidé de me lancer vraiment sur Medium. Et je me suis dit, ouais, j'ai tout le temps pendant les vacances, ce serait peut-être bien de relancer un truc, tester de nouvelles choses. Et donc, j'ai choisi de tester l'écrit parce que c'est un format que j'aime beaucoup et qui est plutôt simple à produire. C'est pour ça que je me suis même fixé le défi de faire un article par jour. Et je l'ai plutôt bien tenu pendant 11 jours, je crois. 11 ou 12. Et outre ce site, vous réalisez des vidéos sur votre chaîne YouTube sur le thème de l'histoire et de la culture notamment. D'où vous vient cette envie de parler d'histoire et de culture sur YouTube? Oh, c'est vaste. Je regarde énormément de vidéos, je lis beaucoup d'articles, j'écoute pas mal de podcasts aussi ces temps-ci. Donc forcément, quand on reçoit énormément d'informations, on a aussi envie de les partager, de donner une analyse, ce genre de truc. Ça vient assez naturellement en fait. Et est-ce que pour vous c'est important de parler d'histoire et de culture quand on est jeune? Oui, ça, je pense que c'est important parce que il faut savoir que ça existe, ces gens-là qui parlent de culture, d'histoire, enfin plein de domaines. En fait, moi, j'ai découvert récemment une petite chaîne de quelqu'un qui a mon âge, ou peut-être un peu plus, qui parle de cinéma, c'est pas mal du tout. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens de mon âge, et de votre âge aussi sans doute, c'est un panda moqueur, c'est Hugo Posé, c'est tous ces gens-là. Et ça donne une très mauvaise image de ce qu'on appelle la génération Z sur YouTube. Et du coup, on a juste l'impression qu'on est des gens qui sont attirés par le fric, la célébrité, en faisant des podcasts humour sur les profs. Et c'est pas forcément le cas. D'accord. Et depuis plusieurs mois, vous réalisez aussi des interviews. Est-ce que cela va continuer? Oui. J'ai l'ambition de lancer à partir de la rentrée 2017 un podcast entièrement dédié à ces interviews. Donc il y aurait une chaîne à part, il y aurait un site internet à part, pour faire en sorte de continuer sans que ça n'ait pas sa place, parce que j'ai l'impression que ça n'a pas sa place sur ma chaîne YouTube, alors que je pense que, comme c'est quelque chose que j'aime bien, les continuer, mais autre part. Enfin, en quelques mots, avez-vous de nouveaux projets à présenter aujourd'hui à nos auditeurs? Oui, alors j'ai tout d'abord le podcast donc qui s'appellerait L'Entrevue, du nom de l'émission d'interview. Il y a aussi une web TV que je vais lancer, alors ça prend beaucoup plus de temps que ce qu'on avait prévu. On aurait dû la lancer cet été. Malheureusement, à cause de problèmes techniques, on va être obligé de retarder le lancement. Donc c'est une web TV qui s'appelle Azure, je suppose que vous mettrez les liens dans le replay de l'émission. Oui. Donc toujours les vidéos. Sans doute que je vais continuer les articles. Peut-être pas quotidien, parce que c'est un peu compliqué, ça va être un peu compliqué à partir de la rentrée. Mais articles peut-être hebdomadaires, en tout cas réguliers. Et continuer évidemment les vidéos qui est un peu le centre de mes différentes créations sur internet. Merci beaucoup, Histoire, d'avoir été notre invité. On vous retrouve sur votre chaîne YouTube Histoire et sur le site Medium. De plus, vous pouvez, chers auditeurs, vous rendre sur le site www.dyspraxie.info pour en savoir plus sur la dyspraxie. À bientôt, Histoire.
Merci et puis à bientôt. Dans quelques instants, nous allons faire le résumé de l'actu de la semaine. Yohan Ménès nous expliquera aussi pourquoi les JO de 2024 sont quasiment sûrs d'avoir lieu à Paris. Et Léandre Patron nous parlera du rapport entre les Français et YouTube dans sa carte blanche. Mais avant, faisons une courte page musicale. Restez bien avec nous. À tout de suite sur France 12 Radio. Nous sommes de retour sur France 12 Radio pour la seconde partie de l'hebdo-matin. Dans quelques instants, Yohan Ménès nous parlera des JO de 2024. De plus, Léandre parlera dans sa carte blanche du rapport entre les Français et YouTube. Mais avant, voici le résumé de l'actu de ces derniers jours dans l'essentiel de la semaine. On commence avec lundi 31 juillet où nous avons appris le décès de Jeanne Moreau à 89 ans. Elle restera comme une icône du cinéma français. Elle aura réalisé de multiples films. Mardi 1er août vers 15h, c'est un feu qui s'est déclaré au sud-est de la ville d'Istres et a parcouru plus de 30 hectares en direction des habitations voisines. Selon les autorités, la piste criminelle est privilégiée. Mercredi 2 août, le gouvernement a annoncé que les collectivités locales recevront 300 millions d'euros en moins par rapport à l'an passé, une annonce qui a du mal à passer dans l'osophage de nombreux maires. Enfin, jeudi 3 août, c'est la canicule qui a fait les titres des journaux. En effet, de fortes températures ont touché le sud-est. On a recensé près de 40 degrés hier près de Marseille. Un épisode de canicule en fort contraste avec les températures basses relevées au nord-ouest qui sont dignes d'un mois d'automne. De plus, cette semaine, nous avons appris que Paris devrait accueillir les JO de 2024 après que Los Angeles ait retiré sa candidature pour 2024 afin d'organiser les JO de 2028. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir notre spécialiste sport, Yohan Ménès. Bonjour Yohan. Bonjour Romain et bonjour à tous. Alors sommes-nous vraiment à 2 doigts d'organiser les JO de 2024 ? Oui, alors selon Tony Stanguet, ancien champion olympique de canoë-kayak, Paris n'a jamais été aussi proche d'accueillir ces Jeux. Paris devrait donc en toute vraisemblance accueillir ces Jeux olympiques de 2024, puisque ce mercredi, le maire de Los Angeles, Eric Garcetti, a annoncé que Los Angeles aurait fait accord avec le CIO, le Comité olympique international, pour accueillir les Jeux de 2028. La ville californienne aurait été conquise par la compensation proposée par le CIO. Et donc la capitale française est donc maintenant la seule candidate pour les Jeux Olympiques de 2024. Mais quelle est cette compensation que Los Angeles a acceptée pour accueillir les JO en 2028 ? Alors il faut d'abord rappeler que cette compensation elle est donnée par le CIO au comité de candidature de Los Angeles. Et cette compensation concerne la participation donc du Comité international olympique dans le budget de Los Angeles 2028. C'est une participation financière qui du coup sera bien supérieure à celle de Paris 2024, ce qui a fait pencher la balance pour Los Angeles et pour les Jeux 2028. D'accord, et quand tout cela sera officiel ? Il faudra encore attendre un petit peu pour officialiser ces Jeux 2024 à Paris. Il faudra attendre en réalité le 13 septembre prochain vers midi lors du 113e congrès olympique de Lima, capitale péruvienne, pour connaître les lieux où se dérouleront ces Jeux olympiques. En attendant septembre, arrêtons-nous sur le budget de Paris si la ville est hôte des Jeux olympiques d'été. Et je crois que ce budget sera inférieur aux Jeux précédents. Alors oui, en effet, on estime que le projet des éventuels JO de Paris coûteront autour de 6,6 milliards d'euros. C'est quasiment 2 fois moins que les Jeux Olympiques de Londres 2012 qui auront compté 11,7 milliards d'euros et que les Jeux Olympiques de Rio en 2016 qui auront coûté environ 10 milliards d'euros, mais c'est aussi 7 fois moins que les Jeux Olympiques de Pékin 2008 qui auront quant à eux coûté environ 42 milliards d'euros. Pour Paris 2024, le budget engloberait les frais d'organisation et des infrastructures, c'est-à-dire les frais de fonctionnement du COJO, c'est le comité d'organisation de ces Jeux, l'aménagement des sites existants du type Stade de France, Vélodrome de Saint-Quentin, et puis aussi le logement, le transport et les entretiens des athlètes qui concourront, et ainsi que toutes les infrastructures temporaires, c'est-à-dire notamment l'aréna de volleyball sur le Champ de Mars.
Donc tout cela représentera 3,3 milliards d'euros. Et les 3 autres 3 milliards d'euros iront pour les infrastructures pérennes. Ça comprend donc la réalisation pérenne de la piscine olympique, du village des athlètes et des médias qui seront ensuite reconvertis en logements et donc serviront à la population locale ensuite, et des aménagements de transport public pour les personnes handicapées. Et au niveau de la répartition donc de paiement de ces jeux sur ces 6,6 milliards d'euros, le CIO apporterait environ 1,5 milliard d'euros, le secteur privé aussi 1,5 milliard d'euros, et les 3,6 milliards restants seront à la charge de l'État français, et la mairie de Paris apporterait dans ces 3,6 milliards d'euros restants une contribution de 145 millions d'euros. Merci beaucoup Johan pour ces précisions. C'est la plateforme de vidéo la plus regardée au monde qui devance au loin Dailymotion, c'est YouTube évidemment, et Léandre Patron en parle maintenant dans sa carte blanche. Aujourd'hui, dans votre portrait, on s'intéresse aux Français et à la technologie. Alors, pourquoi consiste-t-il YouTube? Eh bien, en 1, la musique, en 2, le lifestyle, c'est-à-dire la cuisine, les tutos beauté, en 3, le sport, et en 4, le bricolage. Alors, pourquoi consulte-t-il YouTube? Eh bien, pour se relaxer et se divertir, s'informer et trouver donc des informations. Et voici le portrait type d'un consultant de YouTube. Un Français sur 2 regarde YouTube tous les jours. Parmi les utilisateurs de la plateforme, 48% sont des femmes de 25-49 ans et 17% sont des garçons de 15-24 ans. 49% regardent YouTube, 49% des femmes, 40% des enfants, et les 25-49 ans représentent 50% du temps passé sur YouTube en France. Et comment et où regardent-ils? Eh bien, 67% des utilisateurs regardent YouTube sur leur smartphone, un quart des utilisateurs entre 25 et 34 ans a le réflexe YouTube au réveil et au coucher, et 40% des parents regardent YouTube avec leurs enfants. Merci Léandre. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve vendredi prochain aux côtés d'Hugo Petitjean en direct à 10h30 pour un nouveau numéro de l'Hebdo Matin. Et d'ici là, votre prochain rendez-vous c'est dimanche pour le flash d'information à 11h30 en direct. On se quitte avec la chanson Le tourbillon de la vie de Jeanne Moreau qui nous a quittés malheureusement cette semaine. Bonne journée et à mercredi pour Info Découverte. On s'est connus, on s'est reconnus, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvés, on s'est réchauffé, puis on s'est séparés. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie.